On est à Strasbourg pour ce deuxième Patrimoine Online, votre nouvelle émission de l'AGFI par les CGP pour les CGP chez les CGP. Ce mois-ci, c'est Christophe Brochard, patron du groupe 15 Gestion Privée, qui nous reçoit. Jean-Philippe Mas a interrogé le gérant du fonds DNCA Invest Archer Midcap Europe. Et Julien Serraki a répondu aux questions de Jean-François Tardiveau sur l'impact du regroupement des CGP sur le marché. Patrimoine Online, émission 2 à Strasbourg, c'est parti. Christophe, pour cette première rubrique, vous aviez carte blanche pour choisir les 3 actus du mois qui vous ont semblé les plus importantes. Quelle est la première? La première, ce sont les chiffres effectivement de valorisation et de collecte des SCPI. Les chiffres de la pierre papier, alors on ne va pas se faire des amis. Si on reprend les chiffres donc de l'ASPIM, la collecte nette des SCPI en 2023 a quasiment été divisée par 2. Elle est passée de 10,2 milliards d'euros en 2022 contre 5,7 milliards d'euros en 2023 pour un taux de distribution qui est quand même resté assez stable autour de 4,52%. Tout ça, Christophe, ça montre vraiment l'inquiétude des investisseurs en ce moment pour la pierre papier. Tout à fait, pour nous, effectivement, c'est le signe d'un changement majeur au niveau de la macroéconomie, si vous voulez, qui n'est pas que d'ailleurs qu'européenne, française ou européenne, mais qui est véritablement mondiale. La remontée des taux. La remontée des taux d'intérêt, absolument. En fait, on a eu pendant 40 ans, effectivement, depuis le début des années 80, qui était le pic haussier des taux d'intérêt, jusqu'à il y a 2 ans, une baisse presque constante des taux d'intérêt, jusqu'à avoir des taux directeurs négatifs de notre chère Banque Centrale Européenne depuis 2015, ce qui était une anomalie absolument incroyable, donc des taux qui creusaient en dessous du plancher. Et depuis 2 ans, on sort de ce cycle de baisse constante des taux d'intérêt pour entrer dans un nouveau cycle de hausse des taux d'intérêt qui durera probablement, comme tous ces cycles-là, 30 ou 40 ans. Et comment ça se traduit concrètement pour les produits financiers, pour les fonds d'investissement immobilier? Comment ça se traduit? Est-ce qu'il faut y aller en disant on peut aller chercher des opportunités et profiter des bonnes affaires, ou est-ce qu'il faut se dire plutôt faire comme beaucoup d'investisseurs et récupérer ses billes avant que la baisse ne soit trop forte? Alors nous, on ne va pas se faire des amis, nous on n'y va pas du tout, d'accord, mais pas du tout. On n'y allait pas déjà avant, on fait partie des rares cabinets, je pense, qui annonçaient que effectivement les taux négatifs, les taux réels négatifs ne pouvaient pas rester en fait éternellement là où ils étaient. Si vous impactez juste ce que je viens de vous dire sur les chiffres, la hausse des taux sur les prix, ça veut dire qu'en moyenne les prix doivent baisser d'à peu près 30% pour revenir au niveau du coût général acquisition immobilière plus taux d'intérêt qu'avait l'immobilier il y a 2 ans. On passe à la deuxième actu. Christophe, la deuxième actu qu'il ne fallait pas manquer selon vous ce mois-ci? C'était effectivement, je pense que c'est un vrai sujet multidimensionnel qui est effectivement la loi industrie verte sur le private equity qui vise à contraindre des investisseurs, même à partir de très peu d'encours, à investir dans le private equity. Alors effectivement, on le rappelle, l'article 5 de la loi Industrie Verte prévoit une obligation pour les détenteurs de PER d'investir une partie de leur allocation dans les actifs non cotés, entre 2% et 15% en fonction de leur profil de risque. Il y a des craintes du marché, il y a des craintes côté conseiller, on en parle justement dans le dernier magazine Actif. Il y a des craintes côté conseiller par rapport au devoir de conseil, il y a des craintes côté assureur par rapport à la liquidité. Est-ce qu'il y a des craintes chez vous, Christophe Brochard? Écoutez, oui, clairement, il y a des craintes chez nous. Toujours lié effectivement au contexte macroéconomique qu'on traverse et dont on a parlé précédemment pour l'immobilier, qui est celui de la hausse des taux d'intérêt. Le private equity, si vous voulez, sont des investissements non liquides, sont des investissements qui sont très souvent, pas toujours, mais très souvent faits effectivement à crédit dans le cadre de LBO, d'opérations d'achat avec effet de levier de crédit. Et effectivement, quand vous avez des taux de crédit à 0,rien et que vous passez à 5, 6, 7%, voire beaucoup plus sur les parties de dette mezzanine, si vous voulez, les impératifs de rendement des entreprises dans lesquelles vous investissez ne sont pas du tout les mêmes et ça crée un énorme sujet. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà même de cette question de l'obligation, pour vous, il y a la question du momentum, c'est que ce n'est pas le moment en fait, pour l'instant d'ouvrir les vannes sur le private equity aux particuliers, c'est ça? Oui, il y a une question sur la résilience en fait, de la classe d'actifs. Tout à fait, je pense que c'est vraiment pas du tout le moment. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui explique la raison du caractère contraignant et obligatoire. Il faut quand même voir qu'il me semble, en tout cas, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vu d'obligation faite des citoyens d'investir sur une classe d'actifs sur quoi que ce soit. Jamais. Là, on va obliger par la loi des gens, à partir du moment où ils ont un profil un peu, vous voyez, à investir sur une certaine classe d'actifs qui est illiquide, qui est probablement une des plus dangereuses, qui était considérée d'ailleurs jusqu'à il n'y a pas si longtemps
par l'autorité des marchés financiers comme une des plus dangereuses qu'il fallait réserver aux investisseurs professionnels sur option ou institutionnels ou professionnels sur option à partir de 100 000 euros pour la plupart des FCPR, c'est le cas. Et aujourd'hui, effectivement, on la vend à partir de 15 euros, si vous voulez, sur, voyez, à n'importe qui. Et là, même maintenant, exactement. Et pour la troisième actu, Christophe, vous vouliez revenir sur la saga H2O. Oui, tout à fait, tout à fait. Le H2O donc, vient de procéder effectivement à un remboursement qui est une partie du remboursement des side pockets. Alors ils ont annoncé un deuxième remboursement de 70 millions d'euros. Il y en avait déjà eu un annoncé de 250 millions d'euros fin janvier 2023. Alors peut-être un petit rappel des faits, parce que c'est une saga quand même qui est très longue, qui date. Le scandale H2O, c'est 7 fonds plantés par des lignes illiquides cantonnés dans des side pockets. Ce sont des milliers d'épargnants lésés, dont une bonne partie qui a déposé plainte, estimant leur préjudice à 717 millions d'euros. Et c'est aussi une sanction de 75 millions d'euros infligée par l'AMF à l'encontre de la société de gestion, 15 millions d'euros infligés à l'encontre de son dirigeant qui a été interdit d'exercer en tant que gérant ou dirigeant d'une société de gestion pendant 5 ans. Et malgré tout ça, Christophe Brochard, vous faites partie des très rares CGP à encore défendre H2O. Pourquoi ? Tout à fait. Les sanctions qui ont été prises, en tout cas, ne sont pas des sanctions, je tiens à la rappeler, pour malhonnêteté. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le cas de Madoff, ça n'a rien à voir. Le cœur de ce que l'AMF reproche à H2O, c'est d'avoir investi, il y a quelques années, un peu avant 2020, 10% effectivement des encours des fonds UCITS, des fonds H2O, dans des titres non cotés, des obligations non cotées, notamment allemandes, comme vous le savez. Et ce qu'ils avaient parfaitement le droit de faire à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé la crise du Covid en 2020, en février-mars 2020, où effectivement, et moi je pense que c'est la seule chose qu'on peut vraiment reprocher à H2O, en tout cas tel que je les comprends, c'est que H2O a fait une très forte contre-performance sur les marchés, lors d'une des crises des marchés les pires qu'on ait connues en février-mars 2020. Voilà, il y a eu une très très forte baisse de leurs encours, et ce qui fait que les 10% qu'ils avaient en obligations non cotées, qu'ils avaient parfaitement le droit d'acheter au moment où ils l'ont acheté, comme les fonds baissaient, ces 10% sont devenus 15, 20, 25%. Si vous voulez des fonds, c'était trop important. Voilà. Là, à ce moment-là, l'autorité des marchés financiers s'est effectivement tournée vers H2O en disant cette poche est trop élevée. Ils ont corrigé les données. Ça a été d'ailleurs une opération d'une extrême complexité, c'est-à-dire qu'ils ont isolé, ils ont préféré, pour défendre justement leurs porteurs de parts, isoler en fait toutes les obligations non cotées dans des fonds, vous savez, qui sont des fonds non cotés, des side pockets, les fameuses, voilà, qui sont liquidées petit à petit. Voilà, alors à des valorisations, voilà. Et pour laisser les autres fonds qui, eux, par contre, sont incroyablement liquides, continuer à exister. Mais les sanctions sont quand même fortes, les 5 ans d'interdiction d'exercer à l'encontre de son dirigeant, c'est quand même fort. C'est uniquement parce qu'ils ont mal géré les arbitrages ou... Les sanctions sont extrêmement fortes, elles sont même historiques, je pense, pour des sociétés françaises. Pour l'instant, elles ne sont pas suivies, bizarrement, des autorités anglaises, où H2O est implanté aussi. Voilà, en tout cas, ça a l'air un truc en France. Les sanctions sont extrêmement fortes, ils ont fait appel, on verra ce que le Conseil d'État décide. En février-mars 2020, vous avez une quantité absolument astronomique de fonds prudents, si vous voulez, qui ont fait moins 20% dans ces phases de marché. Et aujourd'hui, effectivement, le cœur de, quand on regarde l'argumentaire de l'autorité des marchés financiers, ce qu'on reproche à H2O, c'est d'avoir acheté 10% de leurs encours en obligations, ce qu'ils avaient parfaitement le droit de faire, et de ne pas avoir anticipé que quelques années plus tard, il y aurait une crise majeure, et que cette crise allait faire que... Voilà. Et on peut s'étonner, en tout cas, de ce qu'on reproche ça à H2O, pas à d'autres sociétés de gestion. Donc vous leur faites encore confiance. Et surtout, évidemment, s'il y avait eu la moindre accusation, si vous voulez, de malhonnêteté, de détournement de fonds, de quoi que ce soit de cet ordre-là, on serait parti en courant, si vous voulez, d'H2O. Il faut quand même savoir que depuis la création des side pockets, en fait, pour chacun des fonds, que ce soit les fonds prudents ou les fonds les plus dynamiques d'H2O, 100% des side pockets ont été récupérés par les performances depuis. Ce sera tout pour notre petit tour de l'actualité. Merci Christophe. On passe à la suite. Le gérant Don Fitzgerald est passé dans le studio de Jean-Philippe Mas pour défendre son fonds DNCA Invest Archer Midcap Europe. On les écoute et on revient. Bonjour Don Fitzgerald. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes gérant chez DNCA Finance, notamment en charge du fonds DNCA Invest Archer Midcap Europe. Je vais vous présenter le concept de cette rubrique. Je vais passer des images sur la télévision et je vais vous demander de réagir et je vais vous poser des questions en lien avec les images. Très bien. Vous êtes prêts? Très bien, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez me présenter brièvement ce fonds DNCA Invest Archer Midcap Europe? Donc d'abord, le nom, pourquoi on a choisi le nom Archer? Donc le nom Archer est censé symboliser quelque chose qui a un lien avec notre gestion. Donc c'est une gestion qu'on vise le moyen terme. Comme l'Archer vise une cible qui n'est pas juste devant lui, nous on vise des entreprises en 2, 3, 4 ans de l'avance. Et deuxième chose, c'est la gestion aujourd'hui. Le monde financier est devenu un monde dominé beaucoup par la high frequency trading, une vision très court-termiste et aussi le hedge fund très hyperactive. Et là, la gestion de stock picking dans le small mid, c'est une gestion plutôt artisanale qui a un lien avec l'image d'un archer qui vise quelque chose avec son arc. Pour être plus spécifique sur le fonds, c'est un fonds pan-européen. Historiquement, on est à peu près 2 tiers sur la zone euro et 1 tiers sur le reste de l'Europe. C'est un fonds avec des capitaux moyennes autour de 5 milliards depuis la création de fonds. C'est un fonds avec un processus ESG, donc il a la Label France et aussi les SFDR 8. Et c'est quelque chose qui est un peu différent de pas mal de fonds de cette catégorie-là, c'est que ce n'est pas un fonds de croissance, c'est un fonds équilibré avec un bon mélange entre sociétés de croissance et de sociétés plutôt value, donc une approche blend, une approche core dans le segment de small mid européen. Sur le ESG, j'aimerais revenir. On a vu que Bercy avait refondu le label ISR. Est-ce que vous pouvez me détailler un peu votre politique ESG dans le cadre de votre processus d'investissement? Donc, le fonds, il a le label ISR France et il est aussi SFDR 8. Notre process sur l'ESG, c'est une approche propriétaire avec notre outil propriétaire ABA, où on élime le peer performant en fait, dans le segment qui font plus partie de notre univers d'investissement. Et ce qui est un peu particulier approche de Archer, c'est que sur l'ISR, on ne cherche pas le best-in-class pour les sociétés en portefeuille. On cherche plutôt de marier la performance financière avec l'investissement responsable. Donc, on cherche des entreprises qui sont un profil ESG qui est acceptable, qui est correct, mais qui est surtout une amélioration. Et comme ça, on peut aussi viser une re-rating des titres à terme. On a beaucoup parlé de la profondeur de marché sur les small et mid européens. Est-ce que vous le jugez assez profond dans votre stratégie d'investissement? Donc d'abord, on est encore une fois sur l'Europe, donc pas que le zone euro. Donc l'Europe fait 2 fois plus large comme vivier d'investissement que la zone euro. Et on a un univers d'investissement de théoriquement 1700 valeurs pour nous. Après, on élimine les sociétés qui ont un profil ESG qui n'est pas acceptable, ça élimine à peu près 20% de la cote. Et après, on élimine certains secteurs où nous, on n'est pas très à l'aise, où il y a beaucoup d'interférences gouvernementales, où les sociétés sont très dépendantes de facteurs externes, de facteurs macro que nous, on ne peut pas juger. Et après, on élimine certaines autres sociétés, on n'est vraiment pas à l'aise avec la gouvernance. Et ça nous mène à un univers tangible d'investissement pour nous, que nous, on maîtrise d'à peu près 600 valeurs. Et c'est largement suffisant pour nous pour faire du stock picking. Maintenant, je vais vous parler de l'environnement macroéconomique. Il y a eu énormément de crises ces dernières années, le Covid-19, la guerre et la phase d'inflation. Quel a été l'impact de ces différentes crises sur votre gestion et sur vos performances? Donc, on a la chance de ne pas être soumis à un style de gestion très encadré, comme être fidèle tout le temps à un style value ou tout le temps à un style croissance. Donc, on a une approche un petit peu évolutive. Donc, ça nous a permis de bouger le curseur dans un certain sens. Quand le taux d'intérêt était très, très bas en 2020, 2021, en période Covid, on a un peu amélioré, un peu adapté le portefeuille à cette période-là parce que notre DCF, qu'on a valorisé nos entreprises en portefeuille, on trouvait beaucoup plus d'upside sur les sociétés croissance élevée. Donc, on a migré vers un process un peu plus, un style un peu plus croissance. Et après, dans un deuxième temps, avec l'hausse de taux, là, c'est l'inverse qui est arrivé. Ça nous a amené à ajuster le portefeuille, d'être un peu plus exposé sur des sociétés à duration courte. Ça veut dire un style un peu plus value. Et c'est ça que nous a pas mal aidé à naviguer ces différentes périodes. Donc, c'est une approche adaptable, flexible et de bon sens. Et vous êtes l'un des seuls fonds à avoir battu l'indice. Vous pensez que c'est avec ce mélange style value et style croissance? Et surtout aussi un bon stock picking. Le stock picking aussi joue dans la durée. Hein. C'est
c'est très important. C'est le mélange entre adapter le style, faire de bon stock picking et être fidèle à son processus et toujours en train d'améliorer son processus de gestion parce qu'on est sur un environnement qui est très compétitif. Il ne faut pas rester sur ce laurier, il faut toujours essayer d'améliorer et faire mieux que le marché. Est-ce que vous attendez d'ailleurs un rattrapage sur les valorisations dans le small et mid cap et donc une hausse de votre price earning ratio sur le fond? Donc, ce n'est pas un secret que le small mid cap, même s'ils ont fait très bien sur le très long terme, depuis 2 ans, les small mid cap sont très en retard. Il y a une sous-performance d'à peu près 30% de small versus large en Europe par rapport à septembre 2021, donc sur les derniers 2 ans et demi. Et selon nous, après notre analyse, c'est pas vraiment dû à une rentabilité qui était moins bien ou une croissance qui était moins bien chez le small versus le large. C'est surtout le hausse de taux qui a beaucoup pénalisé les small mid cap parce qu'ils ont subi l'hausse de taux dans leurs frais financiers beaucoup plus vite que le large. Je vous rappelle, le large se finance beaucoup dans le marché obligataire à taux fixe et par contre, le small cap se finance beaucoup dans le marché bancaire à taux variable. Donc, l'hausse de taux l'a impacté tout de suite, très rapidement. Et l'autre impact, c'est la compression de multiples. Le multiple des large cap ont baissé, mais pas beaucoup à cause de l'hausse de taux, un petit peu quand même. Mais les multiples sur le small cap ont beaucoup plus dératé. Donc, cette hausse de taux a beaucoup pénalisé le small à 2 niveaux, le hausse de frais financiers et la baisse de multiples. Là, cette année, on est surtout dans un environnement, l'environnement de taux a changé, le régime de taux a changé. On est plutôt sur une stabilisation, voire baisse de taux. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que le small mid cap peut mieux souffler. Et on peut espérer, oui, comme vous dites, une hausse de multiples sur le small en 2024 et pourquoi pas aussi en 2025. Merci Don. Merci Jean-Philippe. Alors Christophe, est-ce que pour vous c'est le moment de retourner sur les small et mid caps euro? Alors effectivement, je pense plutôt que oui, effectivement, parce qu'en fait, ça fait 2 ans effectivement que les small et mid cap vivent un enfer par rapport à toutes les autres classes d'actifs. À cause de la hausse des taux d'intérêt. En fait. Et en fait, même un bon nombre de blue chips, donc de grosses capitalisations, vivent un parcours boursier très médiocre, parce qu'en fait, les hausses des indices, aussi bien en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis, sont portées par très peu de valeurs. Voilà, les 7 magnifiques aux États-Unis, il y a 7 entreprises qui expliquent à elles seules la hausse du marché américain. 3 entreprises qui expliquent à elles seules, même plus que la hausse du marché européen. Bref, donc c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'il y a une baisse de valorisation des small et mid cap notamment, et pas que, mais voilà. Mais il y a un momentum. Est-ce que c'est le moment d'y retourner maintenant ou est-ce qu'il faut… Est-ce que vous êtes confiant en fait pour cette année? Alors moi j'aurais tendance à dire que oui, c'est un peu ce qu'on fait. Alors en Europe, aux États-Unis, après il faut choisir la zone géographique, mais j'aurais tendance à dire que oui, parce que nous on pense en tout cas qu'effectivement il y a eu une hausse de taux très forte, très brutale en fin d'année dernière, enfin en tout cas sur les 2 dernières années jusqu'à la fin d'année dernière. Que cette hausse est due à beaucoup de choses, de politiques américaines notamment, qui ont distribué plein d'argent, etc. Et que les taux sont un peu trop élevés, notamment aux États-Unis, et que nous on pense effectivement, on continue de penser que effectivement les taux vont un peu baisser, alors peut-être tout de suite, peut-être au 2e semestre, mais dans l'année qui vient, on va avoir plutôt une baisse des taux. En tout cas, on va avoir une fin d'aggravation de la hausse des taux d'intérêt. Et juste la remontée brutale, qui se voit déjà du coup dans une stabilisation, et vous anticipez une baisse à venir prochainement. Voilà, une baisse, je pense qu'une baisse d'ici la fin de l'année, avant un redémarrage. Nous, on n'est pas du tout à penser que les taux d'intérêt… ça repartira quoi. 2025, c'est hop, ça repartira. Et donc, effectivement, comme là, on pense en tout cas que sur un an, il va y avoir effectivement plutôt une baisse des taux d'intérêt, en tout cas un arrêt de la hausse des taux d'intérêt, ça vaut le coup de revenir sur les classes d'actifs qui ont été délaissées sur les 2 années passées. On passe à la dernière rubrique, Christophe. Jean-François Tardivaux était à nouveau en déplacement ce mois-ci. Il est parti à la rencontre de Julien Serraki, le patron de la CNCGP, pour l'interroger sur l'impact du regroupement des CGP. On les écoute et on revient. Eh bien, ça bouge du côté des conseillers en gestion de patrimoine. Leur monde évolue vitesse grand V avec une nette tendance au regroupement. Alors, à la clé, les fonds d'investissement, on le sait, mais ces groupements ne se contentent pas de grossir, ils se verticalisent. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce terme verticalisation? Quelles sont les ambitions des différentes entités? Et ces différents groupements vont-ils tout écraser sur leur passage? Pour le savoir, je vous propose d'aller à la rencontre de Julien Serraki, président de la CNCGP, une des plus grosses associations de conseillers en gestion de patrimoine. On y va. Julien, bonjour. Bonjour Jean-François. On fait quelques pas ensemble? Avec plaisir.
allez, je voulais vous poser quelques questions sur la profession et à commencer par ces regroupements. Pas une semaine sans qu'on apprenne que, des cabinets ont rejoint des groupements. Pour vous, où en est-on de cette affaire? Est-ce que c'est un mouvement qui est en phase de s'achever? Parce que ça a été violent toutes les semaines, en fait, pour tout dire, on apprend. Ou est-ce que c'est loin d'être terminé? Où en est-on exactement? Alors c'est vrai qu'avec la remontée des taux qu'il y a eu depuis 1 an et donc un coût de l'argent qui s'est élevé, on s'est dit que ces opérations allaient diminuer en nombre et en volume. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, ça n'a fait que continuer à accélérer. Et ça accélère en fait, pourquoi? Parce qu'on est en train, les CGP, de prendre des parts de marché et on a un business model qui est extrêmement stable du fait de ce mécanisme d'encours qu'on connaît tous. Et ça nous assure une grande stabilité de notre chiffre d'affaires. Donc ça intéresse les investisseurs et puis ça intéresse les groupements de CGP ou déjà les grandes entreprises de CGP qui veulent continuer à grandir. Et le phénomène, il est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a une consolidation du marché, c'est-à-dire qu'on a des acteurs de plus en plus solides, de plus en plus importants, et en même temps, il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de réduction du nombre d'acteurs. Et ça, ce double phénomène, consolidation et non-concentration, comme je l'ai dit, il ne peut s'expliquer que dans une industrie qui prend des parts de marché. C'est parce que le gâteau grossit qu'on voit ce double phénomène. Donc je pense que ça va continuer. On a, comme vous l'avez dit, des opérations toutes les semaines ou tous les mois et de plus en plus importantes. Alors on n'aura peut-être pas les giga-opérations qu'on est en train de voir. Ça, à un moment, effectivement, ça va se terminer, mais on va avoir toujours une multitude d'opérations de taille moyenne ou de taille plus petite qui va continuer. D'accord. Alors, en sous-jacent, on parle beaucoup de verticalisation de ces groupements. Est-ce que c'est le sens de l'histoire, cette verticalisation, que vous pouvez définir d'ailleurs, Julien, avec grand plaisir, et d'une certaine façon, est-ce que c'est le sens de l'histoire et est-ce que c'est bon pour les clients? Alors c'est vrai que la verticalisation, c'est le fait qu'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ait par exemple sa propre société de gestion. D'ailleurs, pas forcément une société de gestion d'actifs financiers, mais ça peut être une société de gestion aussi d'actifs immobiliers. On le voit également. Mais moi, ce que je vois dans cette verticalisation, c'est surtout une horizontalisation des services pour le client. C'est-à-dire qu'un MEN CGP va pouvoir proposer à son client un ensemble de services, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, on avait effectivement une multitude de partenaires, et c'est toujours le cas aujourd'hui pour beaucoup de cabinets de CGP, mais quelques grands acteurs ont réussi à verticaliser ces services pour apporter une horizontalité aux clients. Et ce phénomène-là, il est, je pense, très intéressant. Il est amené aussi à se développer. Du fait de la taille des cabinets, plus il y a une taille importante, plus on aura cette verticalité qui amène une horizontalité aux clients. Et donc je pense que ça aussi, ça va continuer à se développer. Mais il ne faut pas croire que ça va venir en concurrence directe avec les partenaires des CGP de taille intermédiaire ou de taille plus modeste. Ceux-là auront toujours besoin d'avoir des prestataires extérieurs, et que sont les sociétés de gestion, les promoteurs immobiliers, les compagnies d'assurance qu'on connaît tous aujourd'hui. D'accord. Il n'empêche que sur ces groupements qui ne cessent de grossir, est-ce que vous n'avez pas peur que la diversité de la profession avec des CGP indépendants et ses affiliés à des groupements ne soit pas un peu, à un moment ou un autre, mise à mal et qu'on finisse par avoir que quelques gros groupements et c'est tout? Ce qui fait l'ADN des CGP et ce qui leur a permis de se développer et de prendre des parts de marché depuis 30 ans maintenant, c'est l'intuitu personnel. C'est la relation directe avec le client. D'accord. De par leur taille, ces grands groupes vont un petit peu perdre en intuitu personnel. Alors aujourd'hui, ils sont dirigés par des CGP, ces grands groupes, et donc ces CGP, ils ont cet intuitu personnel au cœur, évidemment. Mais de fait de la taille, le dirigeant d'un très grand groupe, il ne peut pas être en relation directe avec tous ses clients. C'est une évidence. Alors que les cabinets de taille intermédiaire ou les cabinets de taille modeste, ils ont toujours cette relation directe avec le client. Les dirigeants des cabinets ont toujours cette relation directe avec le client. Et donc l'intuitu personnel est toujours présent de manière très forte et très intense. Et en fait, je ne crains pas pour les cabinets de taille intermédiaire ou des cabinets de taille plus modeste parce que ça va dépendre du client en fait. Il y a des clients
qui vont vouloir avoir une relation directe avec leur CGP, un CGP de proximité. Et il y a des clients qui vont plutôt vouloir se retrouver dans des structures de grande taille avec un ensemble de services. Tous les clients n'ont pas besoin de tous les services, il faut bien comprendre ça. Donc, il va y avoir certainement un peu une spécialisation ou des choix de clients qui vont s'opérer entre les très grands groupes et les cabinets de taille intermédiaire et de taille modeste aussi. Moi, je ne crois pas du tout que les cabinets de taille modeste vont disparaître, absolument pas. Je crois que ce modèle de CGP, où on a un CGP avec un ou des assistants qui a quelques dizaines ou quelques centaines de clients en fonction de la taille de son portefeuille, ce modèle-là va perdurer parce que les clients vont le vouloir. D'accord. Eh bien, Julien, je vous remercie beaucoup pour tous ces éclairages. Je vous laisse retourner à vos bureaux qui sont à proximité dans ce beau quartier. Tout à fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Jean-François. Au revoir, Julien. Au revoir. La verticalisation, Christophe, ça doit vous parler. En 2016, vous êtes rapproché de la financière Galilée via un partenariat non capitalistique stratégique. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre cabinet, dans la relation client au day-to-day ? Alors pour nous, ça a changé énormément de choses parce que, comme vous le savez, on était spécialisé depuis 2007 déjà en fait, dans la gestion, la sélection de fonds et le suivi de l'épargne, des patrimoines financiers en contrat d'assurance vie luxembourgeois de nos clients particuliers et entreprises, et par de la sélection de fonds, par des outils, des méthodes qu'on n'arrête pas d'élaborer depuis 15 ans. Et un des gros sujets, une des grosses difficultés qu'on a effectivement en tant que conseiller, en tant que CIF, en tant que conseiller en investissement financier ou en tant que courtier en assurance, c'est l'arbitrage. C'est le fait de dire, lorsqu'on souhaite sortir de telle classe d'actifs pour aller investir dans cette classe d'actifs, il nous fallait en fait passer, on avait 300 contrats d'assurance vie, il fallait passer 300 arbitrages. Ce qui rallonge les délais. Ce qui est extrêmement compliqué, pour être conforme réglementairement, il y a énormément de contraintes, c'est très très compliqué. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette solution que nous a proposée Financière Galilée, puis d'autres, mais on a choisi Financière Galilée, de créer un fonds d'investissement dont eux sont les gérants, donc ils sont libres de passer des arbitrages ou pas, et dont nous sommes les conseils en allocation, en fait, nous permet en fait de passer toute notre gestion du statut de CIF sous le statut de société de gestion de portefeuille. Ce qui permet d'aller plus vite et de simplifier finalement. C'est incroyablement plus rapide. Si aujourd'hui on souhaite arbitrer, moi j'envoie un mail le matin à 11h, ça passe par les équipes de Financière Galilée qui décident, et évidemment qui regardent s'ils sont d'accord ou pas avec l'arbitrage, et s'ils sont d'accord, l'arbitrage est passé dans la journée, il n'y a rien d'autre à faire. Et quel conseil du coup vous donneriez à un CGP qui vous écoute et qui se dit tiens moi aussi je suis intéressé par une opération de verticalisation, quelle est l'erreur fatale à éviter selon vous? J'aurais tendance à dire effectivement que, enfin en tout cas nous c'est vraiment notre approche, c'est effectivement de rester concentré sur l'innovation métier, sur le métier, sur ce qu'on souhaite faire. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit apparaître quelques très très gros groupes et qui ont beaucoup de vertus si vous voulez pour les cabinets qui rachètent et parce que ça permet effectivement d'élargir l'offre, voilà, d'offrir des services informatiques très très performants. Enfin c'est évidemment très important, mais je pense comme le disait d'ailleurs le patron de la CGP tout à l'heure, c'est que il y aura toujours de la place en fait pour des gens qui essaient d'inventer le métier de demain, qui ont une offre produit, en fait une offre innovante. En fait, voilà. Je pense qu'effectivement l'innovation peut rester vraiment le cœur de gens qui sont capables de prendre des décisions rapidement, en toute indépendance. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'innovation de l'autre côté. Mais je pense effectivement, comme le disait le patron de la CNCGP, qu'il y a de la place pour les très gros cabinets avec des offres globales en architecture ouverte. Et je pense qu'on va continuer à avoir on va continuer à apprendre beaucoup, en tout cas, de plus petits cabinets qui innovent, qui sont centrés sur le client. Et voilà. Et bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe Brochard, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accueillis dans vos très beaux locaux. On se revoit très vite. Avec grand plaisir. Merci Gaëtan. Merci beaucoup. À bientôt. Et avant de se quitter, n'oubliez pas, on se retrouve le 20 mars prochain à Lyon, au cercle de l'AGFI. D'ici là, pour suivre toute l'actualité de la gestion de patrimoine, ça se passe sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Patrimoine Online.